Au bord de l'eau. Chapitre 2. Page 84. Partie 15. Après la mort du vieux sire Shi, 3 ou 4 mois passèrent. On était alors dans la 2e décade de la 6e lune, au plus fort de la canicule. Ce jour-là, Shi Jin, qui ne savait comment passer le temps, prit un fauteuil pliant pour aller s'asseoir près de l'air à battre le grain, à l'ombre d'un saule ou prendre le frais. Du bois de pin qui était en face filtrait une légère brise et il s'exclama: excellent vent frais. Or, tout en savourant cette fraîcheur, il aperçut un homme qui, tête pointée et cou tendu, semblait faire le guet. Bizarre, se disait-il. Qui peut être là-bas à observer mon domaine? Il se leva d'un bond et alla se muser derrière un tronc d'arbre, d'où il put jeter des regards furtifs. Il reconnut le chasseur Li Ji, poseur de glu et preneur de lapins. Li Ji, clama-t-il, qu'as-tu à regarder sur mes terres? Tu m'espionnes? Tu reconnais le terrain? Li Ji lui lança une saluade et répondit: Messire, votre humble serviteur est à la recherche du nain, Qiu le cadet, pour vider quelques coupes. Quand j'ai vu que messire prenait le frais ici, je n'ai pas osé venir le déranger. Mais dis-moi un peu, dans le temps, quand tu venais chez moi, c'était toujours avec quelques gibier à vendre. Je t'ai toujours payé le prix demandé, que je sache. D'où vient que tu ne m'en apportes plus jamais rien? Tu te dis que je n'ai pas d'argent ou quoi? Comment oserais-je? Il y a longtemps que je n'ai pas trouvé de gibier, et c'est pour cela que je ne me permets plus de venir. Tarare, dans des montagnes de la taille du petit Mont Fleuri, avec toute leur étendue, tu voudrais me faire croire qu'il n'y a pas un petit chevreuil, pas un lapéro? Messire, je vois que vous n'êtes pas au courant. Récemment, une troupe de brigands s'est rassemblée dans la montagne. Ils ont édifié une forteresse où sont réunis 5 à 700 drills et plus d'une centaine de bons chevaux. Leur chef est le grand roi Zhou, dit le génial tacticien. Son second s'appelle Shenda, dit le tigre sauteur de ravin. Le troisième chef a nom Yangshun, dit le serpent à taches blanches. Ces 3 conductiers pillent les maisons et vident les chaumières dans la sous-préfecture de Huayin. Personne n'est en mesure de les en empêcher. En récompense de 3000 ligatures a été offerte à qui les capturait, mais qui oserait monter les dénicher. Voilà pourquoi nous autres, les petits, ne nous hasardons plus dans la montagne pour chasser le gibier. Où voudriez-vous que j'aille le prendre pour vous en vendre? J'ai effectivement entendu parler de la présence de ces brigands, dit Shi Jin, mais je n'imaginais pas que ces coquins en étaient à faire tant de dégâts. À coup sûr, ils vont harceler tout le monde. Li Ji, si à l'avenir il y a du gibier, tâche en tout cas de m'en procurer. Li Ji salua et s'en fut. Shi Jin retourna chez lui en réfléchissant. Cette bande de canailles n'a peur de rien. Sans aucun doute, ils vont venir au village nous chercher des noises. Puisqu'il en est ainsi... Et il ordonna à ses paysans d'aller tuer 2 buffles d'eau bien gras. De l'arac, il y en avait d'excellents, faits au domaine même. Il fut brûlé d'abord une centaine de sapèques de papier comme porte-bonheur, puis dit à ses gens d'aller inviter tous les habitants du village. Les membres des 300 ou 400 familles vinrent s'asseoir par rang, d'âge dans la grande salle couverte de chaume. Après avoir fait servir à boire et porter la première santé, Shi Jin, le dragon bleu, s'adressa à la foule en ces termes. J'ai entendu dire qu'il y avait dans le petit Mont Fleuri 3 brigands,
avec une bande de 5 ou 700 drills. Il attaque les maisons et pille les chaumières. Puisque cette racaille en prend à son aise, il faut s'attendre tôt ou tard à la voir venir semer du tribouille dans notre village. C'est la raison pour laquelle je vous ai tous spécialement conviés aujourd'hui à tenir conseil. Au cas où ces bandits viendraient, il faut que chaque famille soit prête. Dès qu'on commencera à battre le claquoir d'alarme au manoir, chacun d'entre vous devrait venir à la rescousse avec un bâton ou un épieu. Si l'un quelconque de vous tous est en difficulté, il en sera de même. Ainsi, chacun volant au secours des autres. La défense commune du village sera assurée. À supposer que les brigands viennent ici, remettez-vous-en à moi pour prendre les dispositions nécessaires. Tous approuvèrent. Nous autres, paysans de ce village, comptons sur vous, messire, pour être notre protecteur et notre chef. En entendant le signal, qui d'entre nous oserait ne pas venir? Ce soir-là, après avoir remercié pour le vin, chacun rentra chez soi et prépara ses armes. Dès lors, Shi-Jin passa son temps à préparer les portes et restaurer les murs, à mettre de l'ordre dans le manoir, à suspendre des claquoirs d'alarme en plusieurs endroits, à fourbir son armure et son sabre, et à soigner ses chevaux, pour parer à toute attaque des brigands. Laissons cela. Et parlons maintenant des 3 conductiers du petit mont Fleuri. Assis dans leur repère, ils tinrent conseil. Le chef, Zhu, le génial tacticien, originaire de Dingyuan, était capable de manier 2 épées à la fois. Bien qu'il ne fût pas un guerrier absolument parfait, c'était un maître en matière de stratégie et un brillant tacticien. Le second gaillard de la bande, Shenda, le tigre sauteur de ravin, était originaire de Yanzheng. Son arme favorite était un splendide épieu d'acier poli. Le troisième, Yangshung, le serpent à taches blanches, originaire de la sous-préfecture de Xiliang du circuit de Puzhou, avait pour arme un fauchard. Ce jour-là, Zhu dit aux 2 autres: Récemment, il m'est revenu aux oreilles que, dans la sous-préfecture de Yanyin, les autorités gouvernementales avaient offert une récompense de 3000 ligatures de sapèques à qui nous capturait. J'ai bien peur que nous ne devions en découdre si l'on vient nous assaillir ici. Malheureusement, nous manquons de réserves de vivres et d'argent. Aussi, que diriez-vous d'aller faire quelques petits pillages et rapines? Le butin pourvoirait aux besoins de notre camp. Une bonne quantité de vivres, une fois amassés dans le repère, nous serons prêts, dans l'éventualité d'une attaque des soldats gouvernementaux, à faire front sans difficulté. Bien dit, approuva le tigre sauteur de ravin. Allons dès maintenant à la sous-préfecture de Yanyin. Demandons d'abord qu'on nous prête des vivres, et voyons quelle sera la réaction. Non, objecta le serpent à taches blanches. N'allons pas à Yuanjin. Allons plutôt à la sous-préfecture de Puncheng, où il n'y a aucun risque. Dans la sous-préfecture de Punchen, dit Shenda, la population est rare, l'argent et les vivres aussi. Mieux vaut attaquer Yuanjin, où il y a beaucoup de monde et abondance d'argent et de vivres. Grand frère, rétorqua Yangshun, vous ignorez une chose. Si nous attaquons Yuanying, nous sommes obligés de passer par le village de la famille Shi. Là, ce Shi-Jin, le dragon bleu, est un vrai tigre qui est préférable de ne pas provoquer. Comment voulez-vous qu'il nous concentre libre passage sur ces terres? Petit frère, voilà bien de la couardise. Si vous avez peur de traverser un village, comment espérez-vous tenir tête aux gouvernementaux? Grand frère, vous auriez tort de faire fi de cet homme. En vérité, c'est un adversaire de grande valeur. Le génial tacticien approuva. Moi aussi j'ai entendu dire qu'il n'avait peur de personne et qu'il savait se battre à la perfection.
Frère, n'allons pas de ce côté-là. Mais le tigre sauteur de ravin se mit à crier. Vous deux, fermez vos foutues gueules, inventez la bravoure des autres, vous diminuez notre propre prestige. Ce n'est qu'un homme après tout. Ou bien aura-t-il 3 têtes et 6 bras? Tout cela, moi, je n'y crois pas.